Donc on va voir ici le sens de passage d'une molécule à travers une membrane et le flux de cette molécule à travers la membrane. Donc en commençant par l'eau. Dans le cas de l'eau, donc ce qui régit le sens de passage d'une molécule à travers une membrane, d'une molécule d'eau, c'est la notion de potentiel hydrique. Donc le potentiel hydrique dépend du potentiel osmotique, qui est l'opposé de la pression osmotique, moins RTC, c'est l'osmolarité, c'est la concentration totale en substance dissoute, et du potentiel hydrostatique, potentiel de pression ici. Alors les autres composantes interviennent peu au niveau de la cellule. Donc on peut expliquer ça par ce modèle, donc avec une membrane semi-perméable, perméable uniquement à l'eau et pas aux solutés, et deux concentrations en NaCl différentes de part et d'autre de cette membrane. On observe un flux d'eau, un flux net d'eau, dans ce cas-là de A vers B, de la solution la moins concentrée, dite hypotonique, à la solution la plus concentrée en soluté, la solution hypertonique. Donc là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. C'est essentiellement lié à la composante osmotique du potentiel hydrique. L'explication, c'est que les ions sont solvatés, donc ici les ions chlorure et ici les ions sodium, et donc il y a plus d'eau libre dans le compartiment A que dans le compartiment B. Donc l'eau se déplace préférentiellement selon son gradient de concentration du compartiment A vers le compartiment B. Donc c'est l'osmose. Et donc le flux d'eau se fait dans le sens des potentiels hydriques décroissants. Donc ici le potentiel osmotique décroissant. Ce flux d'eau se fait pas jusqu'à équilibre des concentrations de part et d'autre, puisque dès que le niveau est différent, il y a une autre composante qui intervient, donc une composante hydrostatique qui est liée à la pression sur le liquide. Le niveau de liquide étant différent, la pression est différente de chaque côté, et donc on atteint un état d'équilibre. La pression hydrostatique engendre un flux d'eau dans le sens opposé, et donc l'équilibre peut être calculé par cette formule ici. Dans le cas d'une cellule végétale, donc ici le potentiel hydrique de la cellule qui est égal à la composante hydrostatique, la pression de turgescence, plus le potentiel osmotique. Donc, si on prend l'exemple d'une cellule qui a un potentiel hydrique de moins 0,8 mégapascal, avec ces valeurs-là pour les deux composantes, qu'on la place dans l'eau distillée, qui est donc hypotonique, la cellule est hypertonique, elle contient des substances dissoutes, elle a un potentiel hydrique de moins 0,8 mégapascal au départ, alors que l'eau distillée par définition c'est 0 mégapascal. Donc l'eau se déplace dans le sens des potentiels hydriques décroissants, dans le sens du gradient de concentration de l'eau libre, et l'eau va rentrer dans la cellule. Et lorsque l'eau rentre dans la cellule, apparaît une composante hydrostatique, la pression de turgescence, la pression qu'exerce la cellule sur la paroi, et on va atteindre un état d'équilibre avec une pression de turgescence qui augmente jusqu'à être égale à plus 1 mégapascal, égale à je suppose qu'il n'y a pas de variation de volume, au potentiel osmotique, et donc on aura un potentiel hydrique de la cellule de 0 mégapascal, qui est le même que le potentiel hydrique de l'eau distillée, et donc là on atteint un état d'équilibre. Si on met la cellule dans une eau saturée en sel, on peut calculer le potentiel hydrique d'une eau saturée en sel, le potentiel osmotique d'une eau saturée en sel, se calcule en tenant compte des ions Na+, et Cl-, donc il faut multiplier par 2 la concentration de NaCl obtenue, l'exprimer en mol par mètre cube d'ailleurs, et on obtient moins 3 mégapascal. Donc là il va y avoir un équilibre, le potentiel hydrique de la cellule pour atteindre moins 3 mégapascal, il y a un flux d'eau du milieu hypotonique qui est la cellule vers le milieu hypertonique qui est la solution saturée en sel, une sortie d'eau dans le sens des potentiels hydriques décroissants, puisqu'au départ le potentiel hydrique de la cellule qui est de moins 0,8 mégapascal, ou si on part de cette situation-là de 0 mégapascal est supérieur au potentiel hydrique du milieu extracellulaire, donc il y a un mouvement d'eau dans le sens des potentiels hydriques décroissants. La pression de turgescence devient nulle, le potentiel osmotique de la cellule décroît au fur et à mesure que le volume de la cellule décroît, et à l'équilibre
il a atteint moins 3 mégapascales, le même que le potentiel hydrique de la solution d'eau saturonsel. Alors concernant les molécules chargées, le sens de passage à travers une membrane, donc ici on prend une membrane qui est perméable au K+, on a des solutions de KCl, dépend à la fois de la concentration et de la différence de potentiel transmembranaire, ou la tension entre les deux côtés de la membrane. Donc ici par exemple, si on part de cette situation là au départ, donc le potassium en bleu et les ions chlorure qui sont blancs, une membrane perméable au potassium seul, il y a une concentration plus élevée en potassium dans le compartiment B, et donc il va y avoir un flux net de potassium du compartiment B vers compartiment A. Donc ici c'est la force chimique, d'accord, c'est une composante chimique. Mais ça va générer dans la zone proche de la membrane une différence de charge très localisée, hein, une DDP, une différence de potentiel transmembranaire de moins 90 millivolts, et il va y avoir une force électrique, c'est-à-dire que les ions K+ vont être attirés par les charges négatives, et donc un équilibre entre la force chimique et la force électrique. Donc on parle de gradient électrochimique. Un ion, une molécule chargée, se déplace, on dit, dans le sens de son gradient électrochimique. Pas forcément évident à prévoir, parce que la composante électrique et chimique peuvent être dans deux sens différents. On fait appel à une notion de thermodynamique, qui est le potentiel électrochimique, donc, et le delta G, la variation d'enthalpie libre. Donc la variation d'enthalpie libre entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire correspond au potentiel électrochimique du milieu extracellulaire moins le potentiel électrochimique du milieu intracellulaire. Et il y a deux composantes, donc une composante chimique et une composante électrique. Donc on calcule ce delta G, et si le delta G est négatif, alors le delta G de I vers E, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, cela signifie que l'ion peut passer spontanément, va avoir tendance à passer spontanément du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc c'est le cas par exemple du potassium dans les cellules. Il y a une concentration élevée en K+, alors que dans le milieu extracellulaire elle est faible. Donc il y a un gradient chimique, composante chimique ici c'est celle-ci, qui est important, alors que le gradient électrique est inverse, hein, l'intérieur des cellules est électronégatif par rapport à l'extérieur, la DDP transmembranaire est de l'ordre de moins 70 millivolts pour une cellule animale. Mais si on fait ce calcul, globalement c'est entre guillemets la force chimique qui l'emporte, et le potassium a tendance à diffuser de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule, donc on trouve un delta G négatif. Ce delta G là est négatif. On parle de transport passif si on envisage le transport dans ce sens-là de cet ion-là. Il n'y a pas besoin d'énergie. Au contraire, ce transport libère de l'énergie. Delta G négatif. Si le delta G est positif, là par exemple si on calcule le delta G inverse, du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire du potassium, on trouve une valeur positive. C'est-à-dire que ce transport n'est pas spontané, il nécessite de l'énergie, on va parler de transport actif. Donc si on résume, mis à part le transport d'eau qui se fait dans le sens des potentiels hydriques décroissants pour une molécule, le transport se fait dans le sens du gradient électrochimique. Donc c'est un équilibre entre une force chimique et une force électrique. Donc là c'est représenté uniquement de manière chimique. La molécule se déplace si elle n'est pas chargée, hein, du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré, soit par diffusion simple, hein, si elle est hydrophobe ou petite comme l'eau et qu'elle traverse donc la membrane facilement, soit par diffusion facilitée.
donc par des canaux par exemple pour les ions, qui créent une voie de passage hydrophile, qui permet le passage des ions, ou par des transporteurs saturables qui se lient à la molécule. Ça c'est le cas du glucose par exemple. Donc il y a une molécule qui va passer à la fois par transporteur, alors que par un canal il y a un passage de molécules qui n'est pas saturable. Et si le passage se fait contre le gradient de concentration, plus précisément contre le gradient électrochimique, alors il va falloir de l'énergie, par exemple sous forme d'hydrolyse d'ATP, et un transporteur qui est capable de coupler cette hydrolyse de l'ATP ou une autre forme d'énergie au passage de la molécule qui a un delta G positif. Donc ensuite, le flux de la molécule, si elle n'est pas chargée, obéit à la loi de Fick, donc ici vous avez une écriture simple de la loi de Fick, avec un coefficient qui dépend de la perméabilité de la membrane à la substance concernée, dépend à la fois de la membrane et de la substance, le gradient de concentration, la surface de la membrane et son épaisseur. Et donc pour une diffusion simple, on va avoir un flux en fonction du gradient de concentration, donc on va obtenir une droite comme celle-ci. Dans le cas d'un canal à ions qui n'est pas saturable, on va obtenir une droite avec une pente plus élevée, parce que le canal à ions réalise un pore hydrophile et qui a une perméabilité bien plus élevée à la molécule que la membrane. Et dans le cas d'un transporteur saturable qui lie la molécule, comme le transporteur au glucose, on va avoir une cinétique hyperbolique avec une saturation qui dépend du nombre de transporteurs dans la membrane et une partie linéaire qui obéit à la loi de Fick.